je souhaite mettre en valeur le regard et l'itinéraire d'une vie, celle des photographes, dont le médium a accompagné et animé mon itinéraire depuis les années 80. Mon prix gratifie un parcours déjà reconnu, dont l'importance mérite aujourd'hui d'être remis en lumière et de s'inscrire lisiblement dans l'histoire de la photographie. Pour cette 3e édition de mon prix, j'ai décidé de proposer de nouvelles dispositions et de récompenser cette fois-ci 3 photographes. D'une part, 2 finalistes qui recevront une dotation de 5 000 € chacun, et d'autre part, un lauréat ou une lauréate pour une dotation de 50 000 €, dont 10 000 dévolus à l'édition d'un ouvrage monographique. Nous avons reçu 178 dossiers de 17 pays différents. Je remercie les membres de mon jury de m'avoir accompagné dans ce choix. Emma de Caunes qui s'excuse de son absence, Marion Islaine, Luce Lebar, Antoine de Galbert, Jean-Hubert Martin, Nicolas Trèves. Avec beaucoup d'intérêt et d'attention, à la suite d'échanges constructifs et passionnants, nous avons sélectionné 3 finalistes. Cette année, le jury a privilégié des photographes témoignant d'une écriture personnelle, avec une approche artistique affirmée, les démarches de questionnement sur l'image et l'engagement fort d'une écriture non documentaire ont guidé notre choix. Mon prix s'inscrit dans le cadre d'un programme développé par mon fonds de dotation, en particulier autour des expositions et de la diffusion de ma collection de photographies de 2200 photos, assemblées depuis 40 ans. Aujourd'hui, je souhaite présenter cet ensemble inédit à un large public français et étranger dans une idée de transmission, de passation et de passage et de partage. Je remercie le Jeu de Paume et son équipe de l'accueil qui nous réserve aujourd'hui pour la remise de mon prix. Et je remercie tout particulièrement les personnes qui me soutiennent dans mon aventure et mes projets. Je vous souhaite une bonne soirée. Je passe la parole à Vincent Marcilassi. Je suis Vincent Marcilassi et j'accompagne avec Véronique Prugnot Viviane depuis 3 ans dans l'organisation de cette belle opération en hommage aux photographes, hommes et femmes de plus de 60 ans. Nous avons choisi aujourd'hui de consacrer un petit moment avant de consacrer un grand moment aux finalistes, à Viviane et à sa démarche particulière de la collection. Donc voilà, je vous fais cette petite introduction pendant que notre vidéaste équipe Viviane et qu'elle reprend ses esprits après cette introduction pour qu'on puisse discuter un tout petit moment avec elle. Merci. Merci Viviane d'abord de cette soirée qui nous enchante et d'avoir choisi et accepté d'ouvrir un petit peu votre expérience de la collection. Vagabondé à New York, vous avez créé ensuite une et plusieurs galeries dans lesquelles vous avez commencé à acquérir des œuvres d'artistes directement, d'artistes que vous exposiez dans les années 80-90. Vous avez été longtemps experte en photographie, donc c'est tout ce parcours, je dirais, entre guillemets, professionnel et personnel qui suit et construit votre collection. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? C'est une position un peu particulière. C'est une vie, voyager aux États-Unis, et j'ai eu la chance de travailler avec une très grande maison d'édition d'art qui s'appelait Transworld Art à New York en 1976. Et j'étais en fait responsable du gros portfolio du bicentenaire de la photo, du bicentenaire de la Révolution, voilà. Et j'étais donc chargée de rencontrer les artistes qui faisaient partie de ce portfolio. Donc j'ai eu la chance de rencontrer Rauschenberg, de rencontrer Tom Wesselmann, Richard Lindner, enfin tous ceux qui étaient là. Et je faisais la petite assistante et j'allais de l'un à l'autre. Et évidemment, j'ai rencontré beaucoup de galeristes par la même occasion. Et j'ai eu aussi la grande chance que ma mère avait des acquaintances intéressantes avec Andy Warhol, puisqu'elle lui avait loué un certain nombre de lieux pour faire des films. Donc je suis allée frapper à la Factory et j'ai demandé à rencontrer Andy Warhol. Et ça s'est très bien passé. À l'époque, j'étais vraiment sans complexe, une grande femme, très mince. D'ailleurs, je suis rentrée très vite dans toute l'histoire de Studio 54, Mr. Show, parce qu'on me prenait très souvent pour
un garçon même à la limite, parce que j'étais très mince et que j'étais très excentrique. Et ça m'a beaucoup amusée parce que j'ai pu rencontrer John Weber. J'étais au premier concert de Laurie Anderson chez Holly Solomon. Enfin, j'ai rencontré beaucoup de galeristes et de photographes en 1976. Donc c'était déjà très tôt. Vous avez réalisé un deuxième volume d'un début de présentation de votre collection que vous consacrez aux femmes photographes de votre collection. On y reviendra. Mais ce qui m'a frappé dans ce volume, c'est que cette partie de votre collection s'étend de 1931 à 1919. Donc on va dire presque 100 ans d'une histoire de la photographie. Alors votre collection n'est ni exhaustive historiquement, ni chronologique. Pour autant, elle traverse toutes ces époques. Alors, qu'est-ce qui a guidé la nécessité de traverser précisément toutes ces époques? La nécessité ou cette rencontre, elle a traversé toutes ces époques? J'étais surtout passionnée par l'histoire de la photographie et la collection est plutôt ancrée à partir des années 80, puisque c'est là où j'ai vraiment commencé à m'intéresser vraiment à la photo, étant donné que j'ai ouvert une galerie rue Saint-Méry à cette époque-là. Mais dans les années 76 jusqu'à les années 80, quand j'étais à New York, j'ai rencontré énormément de femmes qui avaient des galeries et qui avaient des galeries de photographie à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait une femme, par exemple, qui s'appelle Marcosi Pfeiffer, qui était vraiment qui organisait des tas de réunions. Donc Rosalind Solomon, il y avait Sheila Irving, il y avait énormément de femmes qu'on connaît aujourd'hui. Et il y avait un grand mouvement autour des femmes. Madame Castelli aussi exposait des photographes femmes. Et il y avait Madame Nye-Krug qui exposait Marie-Hélène Marc. Et d'autres galeries femmes qui exposaient beaucoup de femmes. Et à l'époque, j'ai pu rencontrer, par exemple, grâce à Gerd Sander, qui était un très grand ami, le petit-fils de Sander, j'ai rencontré Lisette Model, avec qui je suis devenue très amie. J'ai exposé plusieurs fois. Elle habitait chez moi à Paris. J'habitais chez elle dans le East Village. Et c'était une relation extrêmement forte, à tel point que quand elle est morte, elle n'avait pas d'héritier. On a suggéré que c'était moi qui devais récupérer son urne funéraire. Ce que je n'ai pas fait parce qu'elle n'avait pas d'héritier. Mais Lisette Model a été pour moi quelqu'un de très important et qui était elle-même quand même au Parsons School, le professeur de Diane Arbus et de Larry Fink. Alors Diane Arbus, évidemment, je ne l'ai pas connu, mais Larry Fink aussi, c'est quelqu'un avec qui j'étais très proche. C'est intéressant parce que même si votre collection traverse beaucoup de thématiques, on voit celle entre guillemets certaines thématiques, mais c'est beaucoup de corpus, celui des femmes, bientôt celui des portraits, encore un autre et bien d'autres encore. Mais vous n'êtes pas intéressé à un sujet, vous êtes intéressé à des rencontres, et ce sont ces rencontres avec des artistes, des galeristes, des experts ou autres, dans le parcours de la vie, un peu votre famille finalement, qui va créer des rencontres avec des images. C'est comme ça qu'elle se déclenche et qu'elle se nourrit, votre collection. Ce sont des coups de cœur. Alors des coups de cœur aussi bien avec des gens, bien sûr. Donc, j'ai rencontré à Washington, chez Harry Lund, par exemple, en 1976, dans sa galerie, parce qu'il avait une galerie à Washington. J'ai rencontré Joyce Tennyson, qui a exposé plusieurs fois dans ma galerie, et avec laquelle j'entretiens aussi de très belles relations, et qui est une grande photographe, devenue une grande photographe aujourd'hui. Et j'ai rencontré en effet beaucoup de photographes, femmes, qui m'ont... les premières photographies que j'ai achetées, c'était Sandy Skoglund, par exemple, qui à l'époque n'était pas du tout connue, et que j'ai rencontrée dans une galerie à New York, et qui depuis a fait son chemin. J'aime beaucoup le travail de Lynn Cohen, que j'ai aussi rencontré, mais qui a exposé aussi à Paris. Mais ces artistes, j'ai acheté leurs œuvres dès le début, dès les années 76-80. J'avais déjà beaucoup acheté d'images. Et vous avez souvent acheté aux artistes même? Oui. Encore une fois, pour cette histoire de rencontres, d'échanges, d'expositions, d'expériences de galerie? J'avais un tempo très rapide dans ma galerie, parce que je faisais à peu près 8 expos dans l'année. Et à chaque fois, j'achetais des tirages, beaucoup de tirages, des photographes que j'exposais, dont Minkinen, Luigi Ghiri,
Larry Fink, Gabriel Basilico, j'ai organisé 3 expos de Basilico, tout ça dans les années 80, où à ce moment-là, la photographie de cette expérience artistique n'était pas très reconnue. On était plutôt dans une photographie humaniste, noir et blanc, et moi je montrais William Wegman avec ses chiens, des grands polaroïdes en couleur. On parle pas que des femmes. Donc j'ai eu quand même toutes les critiques qui me disaient des polaroïdes c'est ridicule, un artiste qui photographie son chien c'est encore plus bête, et de toute façon les polaroïdes ça ne durera pas plus que 3 ans. Et j'ai continué comme ça, et à montrer j'ai montré les Scrims aussi, par exemple, qui était quelqu'un de très. Je suis allée à Buffalo quand j'ai vu ses premières photos. Je suis allée à Buffalo, j'ai pris un avion, j'ai été le voir, je fais une exposition pour vous. Et ça se passait, c'est-à-dire que ça se passait très facilement à cette époque-là, parce qu'il n'y avait pas toute cette organisation financière. Enfin, je rapportais les images avec moi. Enfin, c'était vraiment. C'était très artisanal tout ce qu'on faisait dans les années 80. Je parle plus de ma galerie, mais c'est vrai. Ça fait partie. Alors, on ne parle pas que des femmes, pour autant, dans le corpus que j'évoquais, qui va de 1931 à 2019, qui est le 2e volume des petits catalogues que vous éditez en ce moment, vous avez choisi de mettre en avant 100 femmes photographes de votre collection, 100 femmes artistes de votre collection. Pourquoi cet ensemble ? Ça s'est fait assez naturellement. J'ai fait un inventaire très important de ma collection, et tout d'un coup, je n'ai jamais acheté une photographie parce que c'était une femme. D'ailleurs, Sabine Weiss disait, il ne faut surtout pas dire que je suis une photographe femme, c'est pas mon problème, je suis une photographe. Donc j'ai acheté des photos qui me plaisaient surtout. Et en faisant cet énorme inventaire, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de femmes photographes dans ma collection. Donc je me suis dit, voilà, il faut que je les montre, parce que déjà, elle n'a jamais été montrée, ma collection. Mais voilà, c'était une bonne façon. Le prochain volume, je le fais pour l'été prochain, ce sera des portraits. Donc tout d'un coup aussi, en faisant toute cette récapitulation de ma collection, je me suis aperçue qu'il y avait énormément de portraits. Je suis fascinée par les portraits. J'ai eu la grande chance j'ai mis sur pied deux ouvrages sur le portrait. Une fois qui s'appelle À la recherche du père, avec la MEP et Jean-Luc Monterosso, et j'ai donc demandé à 100 photographes de l'époque, c'était en 92, de faire le portrait de leur père, eux-mêmes, un vrai portrait, et d'écrire un texte sur leur père. Donc ça a été magistral, ça m'a pris 3 ans, et ça a déclenché un tel remous dans le cœur de ces hommes que je crois que je vais même écrire un livre sur l'aventure que nous avons vécue pendant 3 ans. Et après, les femmes m'ont dit, mais alors qu'est-ce qui se passe? Nous, on n'est pas dans le coup. J'ai dit, maintenant, on va faire les mères. Et donc, j'ai demandé aux femmes photographes de photographier leurs mères, ce qui a été encore, à mon avis, beaucoup plus difficile, parce que les relations... Et ça, c'était bien avant que tout le monde parle des filles et des mères, parce que ça a été un sujet qui a été assez pris en main par un certain nombre de photographes. Dans votre parcours personnel et intime de la collection, vous parlez souvent de cette rencontre à la fin des années 70 avec la photographe américaine Laura Pettibone, avec laquelle vous allez tisser une relation à la fois humaine et artistique, et qui va sans doute beaucoup irriguer tout ça. Oui, je ne sais pas s'il y a une photo, mais elles sont assez sombres. Oui, j'ai rencontré à Soho une femme absolument délirante qui travaillait en même temps dans le théâtre. Son compagnon était acteur et elle avait un loft de 600 mètres carrés où il n'y avait que des personnages en miettes, en morceaux. Il y avait tout ce qui compose un personnage de chiffon, et au fur et à mesure, elle scrivait des scènes dans son studio. Il y avait des dentiers qui pendaient partout, il y avait des bras, il y avait des tissus. Et alors, à chaque fois que j'allais la voir, je la trouvais absolument délirante, j'aimais beaucoup. Elle me présentait ça. J'ai fait aujourd'hui c'est Fifi, demain c'est Gigi. Enfin, elle avait des familles et des familles et des familles qu'elle créait absolument tout le temps. Elle a eu un certain succès, elle a même eu des expositions, et c'est quelqu'un de très 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 à part. Évidemment, quand j'ai fait l'exposition, tout le monde a trouvé ça sordide, horrible, ça n'a pas du tout
fonctionner parmi les collectionneurs qui ne comprenaient pas du tout ce type de travail assez dur. Voilà. Alors on parle de toute une époque, un siècle de photographie, de choses outre-Atlantique, de choses européennes, d'artistes, de rencontres, tout ça. Comment, de thématiques entre guillemets, hein, je n'aime pas tellement ce terme-là, mais en tout cas de corpus, quelle serait selon vous la colonne vertébrale de votre collection, si vous aviez juste une chose à dire pour la définir? Mais je continue tous les jours à acheter des photos, pratiquement tous les jours. Là j'ai acheté une palestinienne qui s'appelle Larissa Sansour. J'ai acheté récemment Adel Berry, qui est une Indonésienne musulmane voilée et qui fait son travail à travers le monde et qui est à l'AFP. J'ai acheté aussi un certain nombre, j'ai acheté Johanna Hadji Thomas qui est israélienne, donc voilà, toutes les nationalités sont présentes aussi dans la collection. Pourquoi ne pas avoir avant partagé de cette façon, commencé à partager en tout cas cette collection au-delà de votre cercle intime? D'une part parce qu'elle est quand même dans un endroit très protégé, qu'elle est difficile à sortir de cet énorme garde-meuble, et que j'ai eu jusqu'à très peu de temps, pour 3-4 ans, j'étais expert après la cour d'appel de Paris, et je montais 3-4 ventes aux enchères, ou même plus, voilà. Pendant toute l'année, j'étais pas du tout occupée à ce genre de tâches. Et maintenant que j'ai un peu abandonné, parce que je faisais aussi des successions, enfin, avec un cabinet d'expertise, j'ai fait des successions de Gisèle Freund, j'ai fait la succession, je me suis occupée de la succession de Marc Ribou aussi, je me suis occupée d'un certain nombre de successions de photographes très importants, Jean Dieuzel, et ça évidemment j'ai été occupée tout le temps, toute l'année avec mon cabinet d'expertise. Et maintenant, ça y est, j'ai pris ma retraite. Voilà. Et je travaille encore plus qu'avant. Parce que voilà, ça crée ce besoin de raconter à nouveau ces histoires. Totalement. Et bien sûr, l'inventaire va se poursuivre. Et j'ai absolument envie, non seulement de la montrer, mais de prolonger avec des structures institutionnelles, puisque je n'ai pas d'héritier et que je pense que bientôt on aura peut-être des solutions pour la protéger plus qu'elle n'est en ce moment. Merci beaucoup, Viviane. Je ne vais pas vous proposer